Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une plante que j'affectionne tout particulièrement. Si vous me suivez de manière régulière, vous allez certainement deviner de laquelle je parle. Il s'agit du Rhipsalis. Allez, on va faire un zoom sur cette plante, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à cette plante qui est le Rhipsalis. Je pense que tout le monde a déjà vu ou entendu parler de cette plante. Si je vous montre quelques spécimens, vous allez dire « Ah oui, c'est cette plante-là !» Oui, oui, effectivement. Cette plante, enfin notamment 2-3 sortes de Rhipsalis que vous allez retrouver très facilement en jardinerie, je crois. Quasi systématiquement, il y a au moins un Rhipsalis en jardinerie. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai pris des notes dans le sens où je vais essayer de faire des chapitres. Ça va être un peu compliqué. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Quand j'aime quelque chose, j'ai envie d'en parler, etc. Et là, je vais essayer de me cadrer. Et à chaque fois, je vous dis ça, c'est pas toujours le cas. Alors, le Rhipsalis, qu'est-ce que c'est? C'est une plante succulente, un cactus. En fait, c'est un cactus. On a l'habitude de voir les cactus avec plein d'épines, dans un climat aride, avec du sable. Vous voyez, voilà, les cactus, on a l'habitude de les voir plutôt comme ça. Là, ce sont des cactus bien particuliers puisque ce sont des cactus épiphytes provenant plutôt de régions tropicales, essentiellement de régions tropicales comme l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ce sont des cactus, donc épiphytes, ça veut dire qu'ils vivent accrochés à une autre plante, et notamment là les Rhipsalis c'est plutôt accroché à des arbres. Voilà, bien souvent on va les trouver au milieu des branches, accrochés au tronc, etc. Mais ce sont des cactus, enfin, ce sont des plantes qui ne sont pas parasites pour la plante support, pour l'arbre par exemple. Ce ne sont pas des plantes qui sont parasites, elles vivent en harmonie avec le support. Donc ce sont des plantes qui sont extraordinaires. Alors ces cactus sont assez particuliers puisque, comme je vous ai dit, d'habitude on voit les cactus plutôt dans des zones désertiques, ce qui veut dire que ce sont des plantes qui habituellement n'ont pas besoin de beaucoup d'eau ou quoi que ce soit, et aiment la chaleur, la sécheresse, etc. Là, pas du tout. Comme je vous disais, ils sont issus de zones tropicales, donc comme beaucoup de nos plantes tropicales dites d'intérieur ici, ce sont des plantes qui ont besoin de lumière, mais pas non plus de soleil direct, d'humidité, oui, bizarrement, des cactus qui ont besoin d'humidité, voilà, et de chaleur. Alors oui, moi je me trouve dans ma serre froide, et vous allez vous dire, mais de chaleur dans une serre froide en plein hiver? Voilà, mais pour ma part, ici, ça se passe bien. Je vais rentrer dans les détails un petit peu après. Alors, il existe à peu près une 60aine d'espèces de Rhipsalis. Alors, autant vous dire que je ne les connais pas tous, que j'en connais mais quelques-uns. Et encore, je trouve que c'est pas toujours simple de reconnaître chaque Rhipsalis. C'est un peu comme les épiphylomes. Il est difficile des fois de reconnaître chaque épiphyllum puisque dans la nature il y en a beaucoup. Ça va dépendre souvent des fleurs et ça va dépendre de pas mal de choses. Il y a des Rhipsalis qui se ressemblent énormément, et pour ma part, moi j'ai du mal des fois à les distinguer. Je pense que la plupart des gens ont du mal quand même un petit peu à les distinguer. Il y en a certains qui sont vraiment faciles, on les reconnaît de suite. Il n'y en a pas 36 comme ça, et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Je vais vous en montrer quelques-uns après. Vous allez comprendre que parfois, ouais, c'est pas évident. Et puis en plus, le problème quand on fait des recherches, c'est qu'on va avoir parfois plusieurs noms pour le même cactus, enfin pour la même plantes, notamment sur les Rhipsalis. C'est un peu valable aussi sur les plantes d'intérieur finalement. Donc parfois c'est un peu compliqué, il faut faire vraiment des recherches un peu plus approfondies, ce qui n'est pas toujours simple, puisque je vous disais, parler des cactus en fait,
on ne trouve pas grand chose justement qui parle des cactus, on ne trouve pas beaucoup de vidéos, notamment en français on n'en trouve quasiment jamais. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire celle-ci pour essayer de vous faire connaître cette plante et peut-être de vous la faire aimer. Alors je vous parlais juste à l'instant d'épiphyllum, je fais une petite parenthèse là-dessus pour un petit peu vous situer les Rhipsalis et peut-être que vous allez peut-être mieux comprendre aussi certaines choses. Il existe à peu près une douzaine de genres de cactus épiphytes. On en voit plus souvent 4-5 à peu près, notamment ceux qui sont les plus connus. Il va y avoir le cactus de Noël, donc le Schlumbergera. J'ai réussi à le prononcer en une seule fois. Je vais avoir un petit spécimen ici issu de bouture. C'est un cactus épiphyte, tout comme le Rhipsalis qui fait des fleurs. Alors la plupart des cactus épiphytes font des fleurs. Donc celui-ci, vous devez certainement le reconnaître. Donc on va dire que c'est un cousin éloigné du Rhipsalis. Vous avez aussi le cactus de Pâques, celui qu'on appelle le cactus de Pâques. Alors il ressemble beaucoup au Schlumbergera, la différence c'est qu'il a quand même des fleurs complètement différentes et le feuillage est pas tout à fait pareil. Le moment de la floraison n'est pas non plus tout à fait le même moment, puisqu'on va dire cactus de Noël en fait il fleurit en ce moment et cactus de Pâques va fleurir un petit peu plus tard. Un autre cactus qui est connu quand même connu dans les cactus épiphytes, c'est l'Aporophyllum. C'est un hybride entre l'aporocactus qui est par exemple celui-ci, très piquant, et celui-là c'est un aporocactus et qui va être donc hybride, qui va être hybridé avec un épiphyllum. Et donc après il va y avoir l'épiphyllum, le fameux épiphyllum, celui que j'aime tant et que j'ai tendance à collectionner un peu plus que les Rhipsalis quand même. Et voilà, ça c'est un cactus épiphyte, j'ai déjà fait une vidéo ou deux là-dessus. Et voilà, c'est un autre genre de cactus épiphyte et les Rhipsalis du coup c'est un genre de cactus épiphyte aussi. Alors, un petit descriptif un petit peu rapide du Rhipsalis. Donc, c'est une plante épiphyte, plutôt en suspension, plutôt retombante, qui n'a pas de feuilles et qui n'a pas d'épines ou peu d'épines. Petite parenthèse d'ailleurs sur les épines, quand vous voyez donc une épine sur un cactus, à la base, cette épine, c'est une feuille qui la nature a bien fait les choses, s'est transformée, entre guillemets, en donc une feuille qui s'est transformée en épine. Ça, c'est une façon de s'adapter, de s'acclimater à l'environnement, puisque la feuille, c'est un organe par lequel la plante va transpirer, donc l'évapotranspiration de la plante se fera principalement par la feuille, par d'autres éléments aussi, mais par la feuille. Et en fait, tout simplement, si la plante transpire beaucoup, elle va consommer beaucoup d'eau et du coup, les cactus, pour s'acclimater, ont décidé de faire plutôt des épines, moins de surface de transpiration et du coup, moins besoin d'eau. Tout simplement. Donc quand vous voyez une épine, il faut se dire qu'en fait c'était l'équivalent d'une feuille. Donc comme le Rhipsalis n'a pas de feuilles ni peu d'épines, ce que vous voyez sur un Rhipsalis, alors je vous en prendrai un par exemple, tout ce que vous voyez là en fait ce sont c'est le corps du cactus, ce sont des tiges. Vous voyez, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'épines sur celui-ci, ça c'en est un parmi tant d'autres. C'est un que vous allez certainement retrouver facilement en jardinerie. Du coup, c'est ce que je vous disais, je pense que vous avez déjà vu au moins un Rhipsalis, même si vous n'êtes pas penché sur cette plante, vous en avez déjà au moins vu un, j'en suis certaine. Alors il y a une autre particularité à certains Rhipsalis, c'est qu'ils vont, au lieu d'avoir des épines sur leur corps, ils vont avoir plutôt une espèce de soie en fait, une espèce de duvet blanc. J'ai par exemple le Pilocarpa qui aurait un petit peu cet aspect là. Alors je vais vous incruster quand même des bouts de vidéo pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un genre de soie, c'est aussi
A priori, ça serait pour capter l'humidité ambiante de la rosée du matin pour s'abreuver. A priori, ça serait pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est officiellement vrai, mais moi, c'est ce que j'ai toujours entendu et c'est ce que je trouve assez logique d'ailleurs. Mais voilà, souvent, vous allez en trouver avec un peu de duvet dessus, ce ne sont pas des cochenilles, même s'il faut faire attention aux cochenilles sur ce type de plante, puisque ça reste quand même une succulente. Mais je vous dirai après un peu plus loin les nuisibles que peuvent avoir les rhipsalis. Alors les différentes couleurs des rhipsalis, parce que oui, il y a différentes couleurs, ça peut passer du vert vif, du vert foncé au vert très clair, mais aussi un petit peu au violet ou au rouge, suivant je dirais l'exposition lumineuse. Par exemple ici, hop, j'ai essayé de m'en mettre le plus possible regroupé autour de moi. Vous voyez, celui-ci, il est plutôt dans les tons... Alors, à la vidéo, vous voyez, rouge, un peu violet, un peu lit de vin, je dirais. Lui, c'est parce qu'il a été bien exposé à la lumière. Alors, lui, normalement, il me semble que c'est un cruciformis. Parce qu'il a les feuilles en forme de croix. Je pense que c'est une variété de l'Espinium cruciformis. Bon, là, ça va, il a un petit peu soif, mais pas trop. Je vous parlerai aussi de l'arrosage après. Alors, au niveau des tiges, leur aspect peut être vraiment différent d'un rhipsalis à un autre. Il peut y avoir des tiges plutôt rondes, plutôt plates, plutôt segmentées, plutôt côtelées, plutôt triangulaires. Voilà, vous pouvez avoir toutes sortes de formes de feuillage, donc je trouve plutôt aussi sympa cette diversité de feuillage qui fait que cette plante a un aspect assez rigolo et en même temps intrigant, je dirais. C'est une plante assez intrigante, voilà, assez sympa. On dit du rhipsalis que c'est une plante aussi apaisante et moi je trouve que c'est vrai. Par exemple le bolivianum que j'ai ici, c'est comme un rideau de feuilles. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, vous passez la main dedans, c'est très agréable. Il y en a un qui a cette particularité vraiment, je trouve... impressionnante, c'est alors celui qu'on appelle Paradoxa minor, mais ça c'est clairement le nom commercial. Il n'a pas du tout ce nom. J'ai noté son vrai nom dans le cahier. C'est le Pacheco leonis, sous-espèce du Catenulata. Voilà, je vous noterai ça en dessous. Celui-ci, c'est un rideau. C'est incroyable. Quand vous le touchez, il y a un côté hyper agréable, hyper voilà, apaisant, je dirais. C'est bizarre de dire qu'une plante est apaisante, mais oui, voilà. Alors, le port de la plante, je vous disais tout à l'heure que c'était plutôt une plante retombante, puisque qui dit épiphyte dit plutôt en suspension dans les airs, entre guillemets, accroché à un arbre. Donc, ça va être plutôt un port retombant, surtout si nous, notre façon de les cultiver va faire qu'ils seront retombants, puisqu'ils seront dans des pots. Moi, par exemple, je ne les cultive pas comme dans la nature de manière épiphyte, parce que nous n'avons pas les conditions climatiques parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils soient à l'année en extérieur. Même si j'habite dans le sud-ouest, c'est pas possible. L'hiver, ils sont dans ma serre froide. L'été, ils sont en extérieur, mais ils restent en suspension pour pouvoir les déménager suivant les saisons. Donc voilà, ça reste un port retombant. Dans la nature, ça peut être un peu plus rampant, ça peut être couvre-sol aussi, mais principalement un port retombant. D'ailleurs, chez les rhipsalis, il n'y a pas de port irrigé ou très peu irrigé. J'en ai un derrière moi qui a un petit peu de tiges qui ont tendance à remonter, mais après avec le poids, voilà, ça va retomber. Donc il n'y a pas vraiment de port irrigé chez le rhipsalis. Ça reste des plantes qui vont systématiquement retomber. D'ailleurs, dans le mot rhipsalis, rhipsa veut dire souple.
Donc c'est vraiment un feuillage souple et c'est pour ça qu'on dit retombant. Ripsa, c'est souple, et je dirais aussi cassant, mais ça c'est pas bien grave, le côté cassant du Rhipsalis, puisque c'est quand même une plante qui prolifère beaucoup et qui se bouture assez facilement. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de la propagation du Rhipsalis, qui est plutôt très simple. Je vous montrerai quelques petits exemples. Je ne vais pas vous en faire là maintenant parce que c'est pas du tout la période. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Alors le Rhipsalis, c'est une plante qui fleurit comme tous les cactus épiphytes. Il me semble que tous fleurissent. Les épiphylomes fleurissent, les aporocactus fleurissent, donc les Rhipsalis fleurissent. Alors les fleurs, c'est loin d'être comme sur les épiphylomes. Les épiphylomes, c'est des très grosses fleurs, très voyantes. Là, ce sont des toutes petites fleurs, blanches principalement, mais qui recouvrent littéralement la plante. Par exemple, moi j'ai le Rhipsalis pilocarpa, qui est un énorme Rhipsalis et qui fleurit tous les ans et en principe 2 fois par an, plutôt hiver, début de printemps. Une très grosse floraison qui recouvre toute la plante et légèrement parfumée, un doux parfum, et c'est très beau. Et après, s'il y a des fleurs, du coup il y a aussi des fruits. Alors ce sont des tout petits fruits, je vous mettrai à l'écran aussi des petits fruits de Rhipsalis. Je vais vous en montrer sur celui-ci. On en voit ici, là, vous voyez. Là, ce sont des petits fruits. Et il me semble que j'avais un Rhipsalis qui était sur le point de fleurir. J'aurais bien voulu vous en montrer un. Rhipsalis qui était sur le point de fleurir. Où est-ce que je l'ai vu? C'est lui. Vous voyez, là, il a la petite fleur qui va arriver. J'espère que... Ça, c'est une petite fleur qui va arriver. Et en fait, à chaque petit point blanc, là, en fait, que l'on voit, là, c'est en fait la possibilité d'avoir une fleur un peu partout. Alors, celui-ci, c'est un tout jeune, c'est un Lespinium. Lespinium cruciformis, normalement. Je dis bien normalement parce que parfois, j'ai un petit doute, mais... normalement, c'est un Lespinium cruciformis. Et lui, là, il va pas tarder à fleurir. Donc, vous voyez, on est au mois de janvier. Non, février, qu'est-ce que je dis? On est le 6 février et voilà, il va commencer à fleurir. Après ici, il fait très doux. Il fait vraiment très doux. Donc alors, pour pouvoir cultiver un Rhipsalis chez nous, puisqu'ils sont issus de zones tropicales, en fait, chez nous, nous, on n'a pas on n'a pas du tout un climat tropical, même si on est dans le sud de la France, on n'a pas un climat tropical. Du coup, pour pouvoir les cultiver, on est obligé en tout cas en période d'hiver, de les rentrer. Alors moi personnellement, je les rentre dans la serre, c'est une serre froide, mais vous pouvez les rentrer dans votre intérieur, chez vous, de préférence dans une pièce fraîche. C'est vraiment le mieux pour le faire hiverner, pour qu'ils comprennent qu'en fait c'est l'hiver, plutôt autour de 15 degrés. L'idéal serait 10-12 degrés même pour le faire hiverner. Alors moi ici dans la serre par exemple, là il fait 11 degrés. Les nuits parfois peuvent être fraîches dans la serre, mais on a un petit chauffage d'appoint qui fait que en général on tombe à 5 degrés parfois. Mais c'est assez rare ici. Voilà, c'est assez rare que l'on tombe très bas dans la serre. Tant que c'est ponctuel, en fait le Rhipsalis va supporter. Il y a quelques exceptions parce que le Rhipsalis Pacheco, lui je l'ai rentré dans la véranda parce que j'avais fait l'expérience de commencer à l'hiverner, alors je sais plus si l'année dernière ou l'année d'avant, dans la serre, et j'ai vu il commençait à se dégrader, il commençait à faire sérieusement la tête dès qu'il y avait un petit peu de froid. Du coup j'ai préféré le rentrer dans la véranda, et lui, lui il est autour de 20 degrés, 19-20 degrés, et il se porte très bien. Le Rhipsalis paradoxa, alors lui il est aussi dans la serre. Je vais vous montrer après différentes variétés
que j'ai, je vais faire le tour avec vous. Là, je préférais quand même aborder les différents points principaux du Rhipsalis pour que vous le connaissiez un petit peu plus. Mais après, je vais vous montrer ce que j'ai. Le Rhipsalis paradoxa, par exemple, lui, c'est sa limite. Vous voyez, je sais qu'il ne faudrait pas qu'il gèle trop et qu'il fasse trop froid sur trop de temps. Parce que le paradoxa, je trouve que bon, il s'abîme un peu plus facilement en étant dans la serre. Je pense qu'il serait peut-être plus beau entre guillemets s'il était en intérieur, mais après je préfère pour sa rusticité le garder dans la serre. Du coup, le Rhipsalis, je dirais que c'est une des succulentes, un des cactus que en fait que je peux vous dire honnêtement, vous pouvez le cultiver en intérieur. C'est pas comme les cactus, franchement ils se plaisent pas, enfin, quand je dis les cactus de zone désertique, honnêtement se plaisent vraiment pas en intérieur. En général ils ont tendance à s'étioler, on voit qu'ils sont pas au top de leur forme, ils ont besoin d'hiverner de manière plus avec du froid un peu plus prononcé, et du coup voilà, il y a beaucoup de cactus qui sont quand même mieux en extérieur. Les cactus comme même les épiphyllums peuvent être cultivés aussi en intérieur, mais j'aurais tendance à dire que bon voilà, moi je trouve qu'ils sont mieux en extérieur, protégés bien entendu du froid parce que c'est gélif. Les cactus épiphytes, ils sont tous gélifs. Vu qu'ils sont issus de zones tropicales, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils résistent au gel. Donc voilà, il faut absolument qu'ils soient à l'abri du gel. C'est vraiment une priorité pour ce type de cactus. Au niveau de la luminosité, bon, mais la luminosité, il lui faut de la lumière malgré tout, mais comme il vit plutôt en dessous des arbres, il n'a pas besoin d'une lumière directe avec du soleil, etc. Même si certains vont supporter le soleil. J'avoue que j'ai fait l'expérience de mettre certains Rhipsalis un peu plus au soleil, et honnêtement, ils se sont pas super bien portés et j'ai failli en perdre quelques-uns à cause de ça. Voilà, trop de lumière en fait. Et du coup, l'été, ben, je vais plutôt les installer sous un arbre, tout simplement. Voilà, à l'abri du soleil, tout en ayant une bonne lumière malgré tout, et un bon arrosage. D'ailleurs, je vais vous parler de l'arrosage. Mais voilà, au niveau de la lumière, franchement, c'est pas un cactus qui a besoin d'un soleil. Alors, le soleil du matin assez tôt, le soleil du soir, oui, tout en l'acclimatant d'abord, mais pas un plein soleil direct, non. C'est sous les arbres en plein été, à la belle saison. Dès qu'ils gèlent plus, vous pouvez les mettre dehors. Si vous les gardez en intérieur parce que vous n'avez pas de jardin, pas de possibilité de le mettre en extérieur, vous allez l'installer au plus près de la lumière en fait, voilà, sans pour autant qu'il ait un soleil qui tape en plein été. En hiver, il peut avoir le soleil qui donne sur lui, vu que la plupart du temps les vitres sont, c'est du double vitrage et ça filtre quand même les UV. Voilà, des fois on n'y pense pas, mais oui, les vitres stoppent les UV ou ralentissent, enfin comment dire, oui, ralentissent un peu les UV. Donc derrière une vitre en plein hiver, ça craint pas. Alors parlons maintenant d'arrosage. Ça c'est, je pense, une question que tout le monde se pose. Comment arroser son Rhipsalis et à quelle fréquence? Alors bon, la fréquence, je ne vais pas vous donner une fréquence précise. Pour moi, c'est pas possible qu'il y ait une fréquence précise. Là, vous arrosez tous les 15 jours. Moi, personnellement, c'est pas possible. Les Rhipsalis suivants, s'ils sont cultivés en intérieur ou en extérieur, n'auront pas non plus le même type d'arrosage. Par exemple, moi je vous donne l'exemple de chez moi. Ils sont donc en extérieur l'été. Là, ils vont être arrosés quotidiennement. Je dirais comme une plante qui a besoin d'arrosage. Pas autant que les épiphyllums, je trouve. Voilà, pas autant, mais voilà, l'été, enfin nous ici en plus il fait très chaud, dès que le substrat est sec, je l'arrose. L'hiver c'est différent, vu qu'ils sont en serre froide, je vais leur faire passer quasiment, alors pas tout l'hiver, mais une bonne partie de l'hiver sans arrosage. Par contre là nous avons tellement de douceur cette année qu'il a fallu quand même que je les arrose plusieurs fois dans l'hiver, parce que sinon ils se déshydrataient rapidement. Alors ils se déshydratent, mais je dirais que c'est une plante qui se réhydrate assez facilement. Par contre,
Si vous arrosez trop une plante, ou si vous arrosez une plante, si vous arrosez le Rhipsalis en période hivernale et qu'il est dans une serre froide comme la mienne, si vous l'arrosez et qu'il ne sèche pas entre deux arrosages, là il risque de pourrir au niveau des racines. D'ailleurs c'est la seule chose qui peut tuer, je dirais, votre Rhipsalis, à moins que vraiment vous l'oubliez pendant 6 mois sans l'arroser. Voilà, mais par contre un trop plein d'arrosage, c'est vraiment le risque principal, c'est de faire pourrir les racines. Donc il vaut mieux espacer les arrosages, bien laisser sécher la motte entre deux arrosages et réarroser quand c'est sec. C'est que parfois il fait beaucoup trop froid encore pour réarroser et du coup je vais leur faire attendre un petit peu plus pour réarroser, et du coup ils vont commencer à avoir un petit peu plus soif. Mais il faut malgré tout arroser un petit peu, même en serre froide, et de préférence tout simplement quand il fait beau, quand vous avez des belles journées, que vous regardez votre météo et que vous n'allez pas avoir du gel dans les prochains jours. Vous allez plutôt arroser à ce moment-là, que vous ayez quand même du soleil pour favoriser le séchage. Vous allez arroser, mais pas trop copieusement, de façon à maintenir quand même minimum d'hydratation au niveau des racines, parce que le risque quand même, quand c'est trop déshydraté, c'est que les racines se déshydratent trop, et que quand vous allez arroser, et vous allez noyer votre plante, parce que les racines vont pourrir puisqu'elles seront trop déshydratées, elles auront du mal à se regorger d'eau. Alors l'arrosage, c'est toujours un petit peu ce qui fait peur un petit peu à tout le monde. Mais en été, en fait, ça sèche tellement vite que vous pouvez vous permettre d'arroser beaucoup plus souvent sans pour autant faire pourrir la plante, puisqu'elle va sécher très vite. Nous, on atteint parfois des 40 degrés ici. Donc croyez-moi, la plante elle sèche plutôt vite. Alors en ce qui concerne les Rhipsalis qui sont cultivés en intérieur l'hiver, du coup, là ça sera différent puisqu'il fera moins froid, donc ils vont avoir plus facilement soif. Mais il faudra toujours, le principe il sera toujours le même, on va dire. Il faut attendre que la motte soit bien sèche avant de réarroser. D'ailleurs, une petite précision, si vous cultivez vos Rhipsalis en intérieur, bien souvent, on a tendance à les mettre dans des cache-pots, parce que, ben oui, ça fait joli, et puis comme on les met en suspension, ben, dans un cache-pot, c'est sympa, dans un macramé, par exemple. Voilà, on va les mettre dans un cache-pot. Alors, il faudra quand même faire attention à l'humidité stagnante, c'est-à-dire que quand vous allez l'arroser, il faut vraiment pas qu'il y ait d'humidité qui reste dans le cache-pot. Il vaut mieux aérer le pot quand vous l'arrosez. Il faut pas le remettre, comment dire, c'est valable pour beaucoup de plantes, hein. L'idéal c'est que le cache-pot en fait il soit quand même assez grand, plus grand que le pot. Souvent on a envie de mettre le pot bien ajusté dans le cache-pot, et en fait non, il faut un cache-pot plus large pour qu'en fait l'air circule autour du cache-pot. Et moi dans le fond je mettrai des billes d'argile, quelque chose qui fasse un petit peu une sécurité. Nougatine qui arrive en courant, la légèreté absolue qui arrive. Et je dirais, voilà, ça fait une petite sécurité pour pas qu'il y ait vraiment de l'eau et de l'humidité qui stagne autour du pot. C'est toujours ça le problème, c'est qu'en fait ça va sécher plus difficilement quand c'est dans un cache-pot, et encore plus quand le cache-pot il est serré contre le pot. Ça c'est un piège pour toutes les plantes, c'est que l'humidité va vraiment stagner et votre pot ne séchera pas. Voilà, ça c'est vraiment alors pour le Rhipsalis évidemment c'est le pire. Vite. Alors moi je les cultive en pot plastique la plupart parce qu'ils sont en suspension tout simplement, mais le séchage se fait très bien, à condition d'avoir un substrat drainant. Et là on va en venir au substrat. Ça aussi c'est une question qui revient et qui du coup ben c'est normal, parce que c'est la base pour cultiver votre Rhipsalis, toutes les plantes du moins. Comme c'est une plante épiphyte, donc de sous-bois qui est plutôt accroché aux arbres, ça va être un substrat différent de celui des cactus désertiques. Là ça sera un substrat, alors moi pour ma part je fais un tiers, un tiers et un tiers. Un tiers de terreau,
de terreau. Alors moi j'utilise du terreau à semis, mais du terreau de plantation, enfin du terreau. Alors un tiers de terre de bruyère. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui aiment l'acidité, puisque ce sont des plantes de sous-bois, elles aiment l'acidité et pas trop non plus d'acidité. Alors je mets un tiers, mais pour les Rhipsalis, je mets un petit peu moins d'un tiers. Les épiphyllums, plutôt vraiment un tiers, et là je dirais un petit peu moins, mais bon, si vous mettez un tiers c'est pas bien grave, c'est plus facile à calculer. Et le troisième tiers, ça sera du drainage. Alors ça peut être de la perlite, du sable grossier. Alors moi je mets pas que de la perlite ou que du sable, je mets de la perlite, du sable grossier, du sable de rivière. Vous pouvez mettre de l'acadama, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre je sais pas, de la pouzoulane, voilà, de la pouzoulane, fait tout ce qui est drainage. Donc un tiers et un tiers. Il faut quand même un terreau qui soit nourrissant, mais bien drainant en fait. Il faut vraiment que l'humidité ne stagne pas non plus trop, mais reste un petit peu le temps d'abreuver la plante. Voilà, il faut trouver un compromis. Alors que les cactus de zone désertique, eux par contre, c'est vraiment un arrosage où l'eau passe et ne doit pas du tout stagner et doit sécher très rapidement. C'est ça la différence avec les cactus désertiques. C'est que là, il faut quand même que la plante ait le temps de boire. Surtout que souvent, ce sont quand même des plantes avec des longues tiges. Et le temps que ça aille au bout des tiges, il faut que la plante, elle boive. Et comme elle est de zone tropicale, forcément, elle a besoin de plus d'eau que de cactus de zone désertique. Voilà. La différence avec, la grosse différence, je dirais, avec les cactus désertiques, c'est vraiment au niveau substrat et arrosage. Ça va être vraiment les choses qui vont quand même différer des plantes désertiques, tout simplement. Alors, on va parler aussi de la toxicité quand même, vite fait. C'est une plante qui est toxique. C'est une plante qui a une sève, donc si vous cassez une tige, il y a la sève qui est toxique, qui peut créer des irritations cutanées, sur les muqueuses, voilà, des irritations, enfin c'est toxique, ça peut brûler. Par contre, le fruit du Rhipsalis est comestible, et plutôt sucré apparemment. Moi, j'ai jamais goûté. Voilà. Mais le fruit du Rhipsalis est comestible. C'est une baie. Je crois que tous les fruits les fruits de tous les Rhipsalis sont comestibles a priori. Ensuite, ah oui, les nuisibles. Alors, c'est toujours vite fait. Les nuisibles, les principaux nuisibles qu'on va retrouver sur les Rhipsalis, alors comme toutes les succulentes, il y a les cochenilles, cochenilles farineuses en premier lieu. Donc ces cochenilles, en fait vous allez les retrouver au même titre que sur une succulente. Elle peut s'installer dans le Rhipsalis. Après c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué à les sortir. J'en ai déjà eu de la cochenille dans un Rhipsalis. Bon, mais j'ai traité, je l'ai isolé et puis ça s'est bien passé, voilà. Donc, alors après, il y a aussi les acariens. On y pense moins, mais oui, les acariens peuvent attaquer les Rhipsalis comme les épiphyllums, comme tous les cactus, je crois. Voilà, vous allez avoir les acariens. Alors pour se débarrasser des acariens, vu que les acariens n'aiment pas l'humidité, vous pouvez pchiter votre plante. Alors évidemment, si je pchite ma plante et qu'il va geler cette nuit, c'est pas une bonne idée. Mais vous pouvez pchiter votre plante parce qu'en fait, tout simplement, les acariens n'aiment pas l'humidité. Voilà, en principe, les acariens vont venir quand l'hygrométrie est basse et que voilà, il fait très sec. Alors un autre nuisible qui peut y avoir, mais ça c'est plutôt valable pour les Rhipsalis qui sont en extérieur, ça va être les pucerons. Oui, parce qu'en intérieur, en général, les pucerons, on n'en a pas. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est plutôt en extérieur. Comme moi, par exemple, je mets mes Rhipsalis en extérieur. Les pucerons vont bien aimer aussi se mettre dessus, principalement sur les jeunes pousses qui sont tendres et faciles à piquer. Mais ça, c'est valable pour beaucoup de plantes. Et je dirais le dernier nuisible, et c'est celui qui m'a le plus embêté cette année,
ce sont les loches, les limaces, quoi. En fait, nous, on appelle ça des loches. Les limaces, les escargots, en fait, ce sont des nuisibles pour nos plantes qui sont en extérieur, et y compris les rhipsalis. Voilà, ils peuvent se faire attaquer par les escargots. Moi, j'en retrouve des fois. J'ai des feuilles qui sont un peu croquées. Ça va plus se voir sur les épiphylomes par contre, mais les rhipsalis aussi, ça peut leur arriver que, voilà, je sais pas, ils ont une limace a eu envie de s'installer là et a trouvé que c'était sympa et va grignoter un petit peu votre plante. Et moi, très sincèrement, j'ai été un petit peu embêtée quand même avec les escargots. J'en ai encore retrouvé dans un des épiphylomes que j'ai là, mais j'ai retrouvé des bébés escargots, mais je m'en doutais parce que j'avais des petits trous dans les feuilles, donc voilà, ça c'est au niveau des nuisibles. Bon, en fait, il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas énormément de nuisibles finalement. Et je trouve que c'est une plante ultra simple. Parce que vous avez pu voir au niveau des arrosages, c'est pas compliqué. L'exposition, c'est pas compliqué. L'entretien, le substrat n'est pas compliqué. Et les nuisibles, c'est pas non plus catastrophique. Après, au niveau de la fertilisation, c'est pareil. Vous allez fertiliser en période de pousse, en période de végétation. Donc plutôt au printemps. Là, quand ça commence, par exemple celui-ci qui commence à fleurir, là il faut que je fertilise. Par contre, les Schlumbergera, qui ne sont pas des rhipsalis, mais qui sont des cactus épiphytes, vu qu'ils fleurissent en hiver, c'est à ce moment-là qu'il faut les fertiliser. Ça, c'est la petite parenthèse pour le cactus de Noël et le cactus de Pâques, mais surtout le cactus de Noël. C'est maintenant qu'il faut fertiliser, et après il se met un peu en repos végétatif en saison très chaude. Par contre, les rhipsalis, voilà, là quand ils commencent à fleurir, c'est le moment de fertiliser. Alors la fertilisation, ça va être par exemple de l'engrais pour cactus et succulentes. Ça, c'est très bien. Mais après, comme ce sont des plantes qui fleurissent malgré tout, vous pouvez alterner avec un engrais pour plantes fleuries, comme un engrais pour géranium, par exemple. Ça va aider un petit peu la floraison. Voilà. Moi, je le fais surtout sur les épiphylomes, les rhipsalis moins, mais vous pouvez vous le permettre. Après, l'engrais cactus succulente est parfait pour fertiliser un rhipsalis. Je dirais qu'un arrosage sur deux, de mars à octobre-novembre, suivant la région où vous vous trouvez, évidemment. Parce que si vous êtes dans le nord ou dans le sud, vous n'allez pas avoir l'hiver qui va arriver en même temps que, voilà, que une région ou une autre. Du coup, voilà, il faut faire en fonction aussi de nos régions. Alors, pour ce qui est de la multiplication, ouais, on va parler multiplication, bien que ce soit ultra simple, je trouve, de multiplier un rhipsalis. Il va y avoir, on va dire, deux méthodes. Alors, une méthode que je pratique pas et qu'on peut pratiquer, c'est tout simplement récolter les graines et semer les graines. Moi, voilà, c'est pas quelque chose que je fais. La méthode de multiplication que j'utilise, c'est tout simplement soit le marcottage ou prendre un bout de la plante et mettre en substrat à la belle saison. Je ne bouture jamais un rhipsalis en plein hiver. C'est pas du tout le bon moment. Il fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de lumière et en plus on peut pas vraiment les arroser. Donc c'est pas le meilleur moment pour bouturer, mais sinon c'est très simple. Surtout que sur un rhipsalis, alors chaque fois je vous montre le petit, hein. Le petit rhipsalis, c'est que sur les rhipsalis vous allez avoir des racines aériennes. Alors peut-être qu'on va pas trop voir non plus, mais vous allez avoir des petites racines aériennes. Donc là par exemple, si je voulais le bouturer, il suffirait que je coupe un petit bout pour le planter et le bouturer. Mais en même temps, honnêtement, vous coupez une tige de ce type là, vous la coupez, vous la plantez dans le substrat direct, enfin moi je mets directement dans un substrat approprié, et franchement ça bouture très facilement. Celui-ci il est issu d'un bouturage, ça fait longtemps, il est resté petit longtemps parce que lui je l'arrosais pas assez. Et ça serait le Cereucula, mais j'en suis pas tout à fait sûre parce que je pense que c'était un bout que j'avais récupéré. Je vous le montre comme ça. Parce que l'avantage du rhipsalis, c'est que vous récupérez un petit bout. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a un rhipsalis. En fait, si vous donne un petit bout, vous allez pouvoir le planter. Alors, toujours à la belle saison, c'est mieux. Il y a possibilité aussi de le bouturer en eau.
Moi, je le fais pas, mais je sais que ça marche. Je sais que ça peut marcher. Après, voilà, moi, je préfère bouturer directement en substrat et juste à la bonne période. Et vous allez avoir des petits ripsalis qui peuvent devenir très grands rapidement. Tout ce qui est racines aériennes, on peut les voir par exemple sur celui-ci aussi. Je vous montre quand même un petit peu plus là. Vous voyez là, ce sont des petites racines. Pareil, là, si vous coupez un morceau, vous le mettez dans du substrat et vous allez avoir une nouvelle plante. Celui-ci est issu de morceaux comme ça là qui ont tout simplement poussé. Voilà, c'est vraiment, franchement, la multiplication du ripsalis, c'est comme les épiphylomes, c'est ultra simple. Moi, je trouve que ça pousse tout seul. J'ai multiplié pas mal de fois. Par exemple, le pilocarpa qui est immense. À chaque fois que je casse des morceaux, je vais avoir tendance à les mettre tout simplement en pleine terre. Là, ce sont plein de petits morceaux. En fait qui se sont cassés et après ils ont donné plein de petits rejets, plein de pousses. Voilà, c'est vraiment, vous mettez la tige, c'est, voilà, là par contre c'est une plus grande tige que j'avais mis et ça a très bien pris. Là par contre c'est un autre ripsalis, mais je sais pas lequel. Pareil, c'est une bouture qu'on m'avait donnée et je sais pas lequel c'est. Et j'en ai un autre, ben oui, je pense que c'est le même là. Vous voyez, là, j'en ai un autre. Pareil, c'est des bouts qui ont été mis en substrat. Alors, là, derrière, non. Hein. Là, c'est un épiphyllum. Celui qui est juste là, c'est un bout d'épiphyllum. Là, par contre, c'est un ripsalis. La différence entre les épiphyllums et les ripsalis, si vous avez du mal à les reconnaître, bon, souvent, les épiphyllums sont quand même plus gros, bien que parfois, il y a certains ripsalis qui peuvent ressembler à des épiphyllums. Si je vous montre ça comme ça, vous pouvez avoir un doute. C'est la fleur. La différence, ça va être la fleur. La fleur d'un épiphyllum va être très grosse et la fleur d'un ripsalis, ça va être tout petit. C'est pas du tout la même chose. Voilà, là j'ai plein de boutures de ripsalis que j'avais faites. Là j'avais des boutures. Alors là par contre, ça a été fait plutôt à l'automne je crois, mais voilà, c'était des bouts de Ripsalis paradoxa. Soit ils prendront pas, soit ils prendront, mais au printemps. Voilà, je les ai laissés parce que j'avais pas envie de les jeter tout simplement. Et après ça va être pareil pour les cactus de Noël aussi. Vous mettez un bout dans du substrat et vous allez avoir une nouvelle plante. Voilà, les cactus épiphytes, ils ont la faculté de se bouturer très facilement par bouture de tige en fait. Quand vous bouturez un ripsalis, quand vous cassez ou que vous coupez un morceau, vous laissez cicatriser le bout, vous le mettez dans le substrat et surtout vous attendez au moins une semaine avant d'arroser. Il faut que l'extrémité qui a été coupée ou cassée soit cicatrisée et pour l'arroser à nouveau. Et pareil au niveau du rempotage, quand vous rempotez votre ripsalis, vu que vous avez des faits au niveau des racines, souvent on casse des racines, on écorche des racines, ben c'est pareil, vous le rempotez et vous attendez à peu près une semaine pour l'arroser. Le temps que tout se cicatrise correctement et que vous évitiez de faire pourrir les racines ou le bout de la tige tout simplement. Voilà, donc ça c'est la propagation très simple. Alors après, où trouver un ripsalis? En fait, déjà en jardinerie, je vous invite à lever les yeux. Bien souvent, vous levez les yeux et vous allez avoir les ripsalis qui sont suspendus au-dessus. Et je pense que souvent, les personnes qui vont en jardinerie regardent beaucoup les plantes sur les tablettes, mais pas en haut. Et en haut, des fois, vous allez avoir de très beaux ripsalis. Parfois, on va les retrouver aussi en dessous, accrochés aux tablettes. Alors, je dirais que c'est pas terrible en soi de les mettre là, mais c'est, je pense, par manque de place bien souvent. Mais sinon, vous levez les yeux, vous allez trouver des ripsalis. Après, vous allez trouver des ripsalis chez des collectionneurs, donc vous allez pouvoir faire des échanges sur des boutiques Etsy, sur des boutiques en ligne. Après, moi, les ripsalis que j'ai, très honnêtement, je les ai tous achetés en jardinerie, sauf celui-ci qui m'a été offert par Christopher.
Et celui-ci, pareil, ça c'est pas quelque chose que j'ai acheté. Et je crois que c'est tout. Le reste, je les ai achetés en jardinerie. Et alors attendez, celui-ci, non celui-ci, je l'avais à l'époque trouvé au Lidl. Voilà, vous avez même trouvé des Ripsalis au Lidl. Alors vous voyez là, lui il a un peu trop séché. Voilà, il y a des endroits où c'est un petit peu trop séché, mais c'est pas bien grave. Moi je coupe cette partie là. Alors vous voyez, on dirait que c'est piquant, mais c'est pas piquant. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu voilà, comme des petits poils. Ensuite, je sens que je vais faire des bêtises. Alors je pense qu'on a fait le tour et maintenant je vous amène avec moi. Je vais vous montrer un petit peu les différents Ripsalis que j'ai. Alors certains, je sais pas si j'ai le nom. Certains pas sûr à 100% du nom, et certaines autres que je suis sûre à 100%. Je vais vous les montrer. Ma plus grosse fierté, je dirais, non, j'ai deux fiertés. Deux, c'est mon Pilocarpa et mon Paradoxa. Bon, après j'en ai d'autres. Le Bolivianum aussi, en fait. Enfin, moi, quand je les regarde, je les trouve trop beaux. Je vous amène avec moi. Voilà, là j'en ai amené quelques-uns que j'ai réunis un petit peu sur la table, parce que sinon j'allais les chercher à droite à gauche. Donc j'ai différents Ripsalis. Celui-ci, vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout comme celui-ci. Celui-ci va avoir des tiges plus... celui-ci va avoir des tiges plus carrées, ou enfin plus triangulaires plutôt. Ouais, plus triangulaire. Alors lui, normalement, c'est le Ewaldiana. Je dis bien normalement parce qu'il est possible que je me trompe. Voilà, ça c'est le Ewaldiana. Alors lui serait peut-être, alors de ce que j'ai cherché, serait peut-être le Cereucula. J'espère que je le prononce bien. Ça serait peut-être Ripsalis Cereucula. Peut-être. Pas sûr à 100%, parce qu'il a les tiges arrondies mais segmentées. Vous voyez, il y a ça fait comme des petits boudins en fait. Voilà, c'est segmenté. Donc peut-être que ça serait lui, pas sûr à 100%. Après, je vous ai montré celui-ci. Je ne sais pas du tout lequel c'est, j'ai pas encore trouvé le nom sûr. Après, j'ai donc celui-ci qui est le Orida. Donc on dirait qu'il a plein de petits piquants, mais ce ne sont pas des piquants. Après, bon, je vais avoir les petites boutures comme ceci. Lui, normalement, c'est le Cereucula. Oui, Cereucula. Et voyez, ils pourraient s'approcher tous les deux. Ils pourraient être comparables, mais ce ne sont pas les mêmes non plus. Donc ensuite, on va aller ici. Celui-ci, c'est le Cruciformis. Donc c'est le Lespinium Cruciformis. Ou du moins un Lespinium Cruciformis, parce qu'il y a plusieurs sortes. Et précisément, je ne saurais pas dire. Parce que celui-ci, normalement, c'est un Lespinium Cruciformis qui est aussi différent de celui-ci. Voilà, j'ai un gros doute sur le nom. C'est pas toujours simple. Lui en plus il est il a été très exposé cet été à la forte lumière, et du coup il a un aspect complètement différent. Là vous avez un petit fruit aussi, vous en avez plusieurs d'ailleurs, des petits fruits. Après ici une autre sorte de Ripsalis, celui-ci vous devez peut-être le voir, c'est le Ramulosa Red Coral. Red Coral parce que il a les feuilles, quand il est bien exposé, qui deviennent rouges. Comme ça. Là, il y a juste un bout. Parce que quand on arrête de l'exposer, il redevient vert en fait. Vous voyez, là, il est un peu rosé. Et quand vous l'exposez bien, il va être même rouge. Là, nous avons un petit fruit. Plutôt blanc. Voilà, donc ça, c'est le Ramulosa Red Coral. Alors celui-ci, normalement serait aussi une variété de l'Espinium. J'ai pas le nom exact, mais ça serait une variété de l'Espinium. Voilà, lui il est issu d'une petite bouture. Voyez,
c'est une bouture d'une feuille et qui a poussé à plusieurs endroits. C'est vraiment issu de quelque chose de tout petit. Ouais. Alors là, j'ai le nom Cruciformis. Alors c'est un pot posé dans un autre pot parce qu'il attend un rempotage pour ce printemps. Vu que c'était tout petit en termes de racines. Voilà, donc celui-ci c'est un Lespinium normalement. Après j'en ai un autre là-bas, je vais essayer de vous faire le tour. Alors ici j'en ai un qui est très beau, c'est le Elliptica que l'on voit je trouve régulièrement en jardinerie. Vous allez peut-être le reconnaître et encore que là il a une teinte assez particulière puisqu'il est plutôt rouge-rose parce qu'il est très exposé à la lumière. Déjà en plein été, il a été très exposé. Et ouais, il prend une teinte rouge-rose, il est très beau. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Et là, vous avez plein de petites fleurs qui vont arriver. Vous voyez, tous les petits points blancs là que vous voyez, ce sont des fleurs qui vont arriver. Donc lui, il va avoir une belle floraison. Alors celui-ci serait possiblement, une fois de plus, je suis pas sûre à 100%, serait le Rhipsalis bassifera. Lui, je sais pas comment vous dire, mais à la différence de un que je vous ai montré tout à l'heure, il a les tiges pas segmentées. Vous voyez, c'est une tige ronde entière et assez épaisse. Voilà, je pense que c'est un bassifera. Je suis pas sûre à 100%. Il est devenu gros. Il aurait pu être plus gros, mais bon, des fois j'ai eu quelques oublis d'arrosage. Pas cet été, mais l'été d'avant. Et il était plutôt trop exposé à la lumière. Du coup, voilà, il a un petit peu souffert, mais il est très bien maintenant. C'est costaud comme plante. Toutes les parties vert clair que vous voyez là, ce sont des pousses. Là, en fait, il a bien poussé. Du coup, lui, il mériterait un petit coup d'engrais aussi. Mais d'ailleurs, je pense que beaucoup de mes plantes mériteraient un petit coup d'engrais. Alors, je dirais que j'ai gardé mes 3 préférés pour la fin. Je sais pas. Après, j'en ai un autre à vous montrer en intérieur. Je vais vous en parler, mais je filmerai en même temps. Lui, c'est le Paradoxa. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Peut-être pas forcément vu, parce que je trouve qu'on ne le voit pas souvent. C'est un Rhipsalis qui, pendant un moment, était quand même un peu recherché. Je trouve vendu très cher d'ailleurs. Lui, voilà, il a un certain vécu. Il pourrait être, vous voyez, plus beau, plus vert. Ça, c'est une tige récente. Pas du tout abîmée par le vécu en extérieur. Là, par contre, vous voyez, on voit que ça a vécu en extérieur. Voilà, il y a des petites choses qui vont plus ou moins bien. Là, nous avons une tige sèche. Non, là, il faut que je coupe comme il faut avec un sécateur. Donc là, c'est le Paradoxa. Il est très grand. Je pense pas qu'on puisse voir vraiment la taille qu'il a. Je pense pas que je puisse vous le sortir. Je sais pas. Coucou. Alors, petite parenthèse vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un morceau de vidéo qui a complètement disparu. Donc, je vous refais ce morceau parce que ça concerne quand même un des Rhipsalis, Lespinium bolivianum, donc bon, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le montrer. Et j'étais sur le point en fait de vous montrer le Rhipsalis Paradoxa, la taille qu'il avait. Donc je vais un peu reculer la caméra, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, sans faire trop de bêtises, parce que ça se casse facilement, le Paradoxa. Voilà à peu près la taille qu'il a. Le problème c'est qu'on ne voit pas, quand je filme, on ne voit pas réellement sa taille. Il est énorme. Depuis que je l'ai acheté, il a plus que doublé de taille. Voilà, les Rhipsalis peuvent devenir vraiment très gros. C'est pour ça que je vous montre un petit peu. Voilà, il est magnifique. Je l'adore. Voilà, alors là il n'est pas trop lourd parce qu'il n'est pas arrosé tout simplement. S'il était arrosé, je ne le porterais pas comme ça.
Et ensuite, je vais vous montrer le Bolivianum, parce que celui-ci, ça serait dommage de ne pas vous le montrer. Alors, le Rhipsalis Bolivianum, un de mes préférés, un de mes chouchous, et ça fait super longtemps que je l'ai. Et voyez un petit peu l'aspect qu'il a, ce que je vous disais, un petit peu effet rideau, très agréable au toucher. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se ramifie beaucoup, beaucoup. Vous voyez toutes les ramifications qu'il peut faire tout le long des tiges. Il va en faire vraiment beaucoup. Donc il devient très vite étoffé. Vous voyez là aussi, c'est un Rhipsalis qui s'étoffe très très vite, comme beaucoup de Rhipsalis d'ailleurs. Et il fleurit aussi. Donc là pour l'instant je vois pas de boutons floraux, mais celui-ci c'est pareil, quand il fleurit il est vachement beau. Alors après le Paradoxa je l'ai jamais eu en floraison. Je pense qu'il est plus compliqué à faire fleurir. Mais de toute façon, ils ont besoin d'une période de froid pour la floraison. Donc, je pense que le Paradoxa, il a ce qu'il faut. Mais voilà, cette année, je mettrai plus d'engrais pour les fleurs. Et puis, voilà. Et vous avez une petite idée, du coup, du Bolivianum. Puisque je vous ai montré le Paradoxa à côté de moi. Et voilà, le Bolivianum est bien plus grand. Voilà. Et enfin, mon gros bébé. C'est le Rhipsalis Pilocarpa, le fameux Rhipsalis Pilocarpa qui a, je ne sais pas quel âge parce que ça fait un moment que je l'ai. Alors lui, il fleurit énormément. Je ne sais pas comment vous montrer la taille qu'il a parce que lui, je ne peux pas du tout le porter. Alors ça va être plus comment dire, en taille, en corpulence qu'en longueur, parce qu'au final il n'est pas non plus extrêmement long, même s'il a été plus long que ça, mais bon après voilà, des fois je perds des tiges. Et là il va être tout en fleurs, là partout il va fleurir, vous voyez, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Tout ça ce sont des fleurs qui arrivent, voilà. Tout ça, ce sont des fleurs qui arrivent et en même temps, il a encore des fruits. Des petits fruits rouges, des petites baies. Celui-ci, il les a rouges, roses. Il y en a aussi en dessous. Voilà. Alors lui, quand il est en fleurs, c'est extraordinaire. Si j'ai des photos, je vous mettrai. Et là, je vois qu'il a repris aussi sa pousse parce que vous voyez, ça, c'est des nouvelles pousses. Des jeunes pousses, voilà. Toutes poilues. Ça pique pas. Ça pique pas du tout. Il pousse bien. Là, on voit toutes les jeunes pousses, on les voit là. Et il va être rempli de fleurs. Là, c'est un codex de... c'est un codex d'Oxalis carnosa qui s'est installé tranquillement ici. D'ailleurs, il a une petite fleur encore ouverte. Et là, il va me propulser ses graines. Je vais en avoir plein partout. Voilà pour le Rhipsalis Pilocarpa. J'ai failli oublier un petit Rhipsalis que j'ai pas pu vous sortir. Vous allez rigoler. Mais c'est là que vous allez voir que le Rhipsalis se marcotte facilement. C'est ce petit pot. Alors j'ai eu des tiges. Je crois qu'on m'avait offert des tiges. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, quand je soulève, il est pris à la fois dans la terre. Et j'ai une tige qui est prise directement aussi, c'est-à-dire qu'il s'est marcoté, puis en plus comme sous le pot il avait fait des racines, je peux vous dire que là il va y avoir du rempotage à faire. Et alors lui il pousse tout en longueur, voilà, c'est lui ici, vous voyez, tout ça c'est le Rhipsalis, on dirait une petite pieuvre, j'en ai un peu partout, voilà, il passe un peu partout et on le retrouve là. Alors lui, j'ai pas son nom. Pour l'instant, j'ai pas son nom. Je vous montre en vidéo sur le côté le Rhipsalis du coup Pacheco Leoni, sous-espèce Catenulata, appelé en nom commercial Paradoxa minor, à tort puisque c'est pas du tout un Paradoxa. Je vous le montre, il est dans ma véranda. Donc comme je vous ai dit, il est dans la véranda parce qu'il craint quand même plus le froid que certaines autres, et il est sous l'emporticole pour avoir parce que la place où je l'ai mis, il n'y a pas assez de lumière tout simplement, et je l'arrose quand il est sec tout simplement, et c'est un régal à toucher. Ce Rhipsalis, quand vous le touchez, c'est voilà, c'est un vrai bonheur, comme le Bolivianum mais encore plus,
c'est plus fin, c'est voilà, au toucher c'est vraiment très agréable. Et oui, parce que les plantes, il ne faut pas oublier que le toucher des plantes est important pour les connaître aussi. Et pour apprécier aussi le monde végétal, il faut toucher. C'est très agréable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu déjà d'une part, que peut-être vous aurez appris des choses sur cette plante, ou peut-être que ça confirme ce que vous saviez déjà. Peut-être que vous aurez découvert cette plante, et ça c'est bien. C'est un petit peu ce qui me ferait plaisir, et que ça vous donnera peut-être envie d'en cultiver d'autres. Ou de vous lancer peut-être dans la culture au moins d'un ripsalis, ou bien vous étiez curieux de voir un petit peu ce que c'était comme plante, et que maintenant vous êtes conquis et que vous allez vous empresser de vous en trouver un pour le bichonner. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.